Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, le château de Frankenstein. Il y a 200 ans, une femme nommée Mary Shelley a eu l'idée d'une histoire qui resterait gravée dans les mémoires pour l'éternité. Lors d'une fête près du lac Léman, en Suisse, elle a eu l'idée d'écrire Frankenstein. La plupart des gens connaissent encore l'histoire du docteur Frankenstein et de sa monstrueuse création. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le nom de Frankenstein est antérieur de plusieurs siècles à celui de Mary Shelley. Au-dessus de la ville allemande de Darmstadt, perché sur les montagnes de l'Odenwald, se trouve le château de Frankenstein. Le château est actuellement en ruine, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il a été construit il y a environ 800 ans. Il aurait été construit par le seigneur Konrad de Reitz de Breuberg en 1250. Le nom Frankenstein provient de mots très anciens. Le terme franc fait référence à une ancienne tribu germanique et Stein signifie tout simplement pierre. Ensemble, Frankenstein signifie pierre des Francs. Lord Conrad était le fondateur de la baronnie impériale libre de Frankenstein. Au XIIIe siècle, il était l'homme le plus puissant de la région, mais ce n'est qu'en 1673 que la sombre légende de Frankenstein a pris racine. C'est l'année de la naissance de Johann Conrad Dippel au château. Il devient un alchimiste redoutable. On dit qu'il aurait créé un élixir qu'il a appelé l'huile de Dippel à partir d'eau pulvérisée, d'animaux et peut-être même d'êtres humains. Il s'agissait d'une substance sombre et infecte utilisée pour empoisonner l'eau des puits. Et en plus d'être l'un des pionniers de la guerre chimique, Dippel s'intéressait à l'anatomie humaine et à la résurrection des morts. La rumeur veut que Dippel ait pillé les cadavres des cimetières locaux et qu'il ait mené des expériences médicales sur les défunts. Les habitants de la ville étaient horrifiés. Ce sont probablement les habitants de la ville qui ont commencé à raconter comment Dippel avait créé un véritable monstre, prétendument en assemblant des morceaux de cadavres humains et en lui donnant vie grâce à un éclair. D'autres histoires farfelues entourent le château de Frankenstein. Une autre légende voudrait que Lord Georg ait combattu un dragon et se soit fait piquer par sa queue empoisonnée, après quoi il serait mort et plus personne ne l'aurait revu. Et le tombeau de Lord Georg se trouve toujours dans l'église du village. En 2008, des chasseurs de fantômes prétendus se sont rendus au château de Frankenstein, déclarant qu'il s'agissait d'un haut lieu d'activité paranormale. Les chasseurs de fantômes ont même prétendu avoir capté l'enregistrement d'une voix fantomatique s'exprimant dans une vieille langue allemande, bien sûr. Numéro 7. Le portail. En 1908, une prétendue expédition de scientifiques se serait rendue dans les déserts du Soudan à la recherche d'un trésor antique. Il n'existe bien sûr aucune trace officielle de cette expédition, bien que H.P. Lovecraft ait mentionné une expédition similaire dans ses récits paranormaux. Et pour être clair, les écrits en question sont fictifs. Les membres de l'expédition auraient disparu dans une tempête de sable et leurs corps n'auraient jamais été retrouvés. Toutes les tentatives pour retrouver les scientifiques ont échoué et personne n'a jamais pu retrouver leur position depuis leur disparition. Mais une rumeur très mystérieuse prétend que les scientifiques sont tombés sur un vestige secret dans le désert, une sorte de porte ou de portail. Mais l'expédition de 1908 pourrait n'être qu'un mythe, et c'est probablement le cas d'ailleurs. Mais en revanche, des portails vers d'autres dimensions sont bien plus courants qu'on pourrait le penser. Ou du moins, les gens qui ont construit ces portails les ont vus comme des portails vers d'autres dimensions. Il existe de très nombreux portails en pierre à travers le monde qui vêtissent des significations très particulières et qui ont peut-être été utilisés par les anciens selon leurs croyances comme des portails. Le chercheur Freddy Silva explique qu'au cours de l'histoire, les êtres humains ont perdu leur lien avec la Terre. Mais dans l'Antiquité, les gens auraient reconnu certains champs énergétiques et points sensibles qui émettaient une très grande puissance. Les païens reconnaissaient ces lieux et y construisaient des temples. Et il en va de même pour les peuples d'autres cultures, comme ceux du lac Titicaca au Pérou. Prenons l'exemple de la Puerta de Ayumarca ou Porte des Dieux. Il s'agit d'une énorme porte près du lac Titicaca, haute de 23 mètres, taillée dans la roche. La porte ne semble mener à nulle part, et il s'agit d'une porte mégalithique qui ressemble physiquement à une niche en pierre. Les experts pensent qu'elle repose sur une ligne de ley,
et il pense que les chamans du lac Titicaca ont compris la puissance émise par la ligne de ley et l'ont utilisée à des fins cérémonielles bien plus complexes que ce que nous comprenons aujourd'hui. Lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés, ils ont entendu parler de l'histoire d'un prêtre nommé Amaru Meru. Celui-ci aurait utilisé le portail de Ayumarca pour échapper aux Espagnols. Et avec la destruction de l'Empire Inca, les connaissances relatives à la construction et à l'utilisation de ce mystérieux monument auraient disparu. Mais c'est loin d'être le seul exemple. Il y a la mystérieuse Porte du Soleil, un monolithe sculpté en forme d'arche ou de portail sur le site de Tiwanaku, créé par la culture Tiwanaku, une civilisation andine de Bolivie. Il existe aussi la mystérieuse tombe de Kapilikaya en forme de gigantesque porte sculptée sur le flanc d'une montagne en Turquie et bien d'autres exemples. Numéro 6. Le cimetière de Crossbones. Dans le sud de Londres, il existe un cimetière désaffecté appelé Crossbones. Il a fermé ses portes en 1853 et son histoire reste extrêmement trouble. Personne ne sait avec certitude quand le cimetière a commencé à être utilisé pour la toute première fois, ni quelle était sa fonction initiale. La première mention historique de Crossbones figure dans un rapport datant de 1598. John Stowe y mentionne un terrain d'église spécifiquement utilisé pour les enterrements de femmes célibataires non loin de The Clink. The Clink est peut-être un terme d'argot désignant une prison, mais il s'agissait également d'une véritable prison londonienne datant du XIIe siècle. Selon le rapport de John, le cimetière était utilisé pour les femmes célibataires à qui les droits traditionnels de l'Église étaient interdits. Celles-ci avaient mené une vie de péché et n'avaient pas le droit à un enterrement chrétien digne de ce nom. C'est pourquoi elles avaient le droit à leur propre cimetière. Le cimetière et l'église n'ont plus été mentionnés jusqu'à 200 ans plus tard, en 1795. Il s'appelait alors Single Woman's Burying Ground, ou cimetière des femmes célibataires. Mais lorsqu'il fut mentionné par l'antiquaire William Taylor, en 1833, son nom avait changé pour Crossbones. Et on estime qu'il contenait les cadavres d'environ 15 000 personnes. Sa fermeture en 1853 s'explique par le fait que le cimetière était devenu complètement surchargé par les morts. Tout corps supplémentaire aurait provoqué une urgence de santé publique, car il ne restait plus aucun endroit où mettre des cadavres. À l'époque moderne, les corps ont été enlevés et le site a été utilisé pour construire des logements et des bâtiments commerciaux. Il n'y a plus rien qui rappelle les morts, à l'exception d'une plaque en laiton installée par le conseil municipal en 2006. Une fouille effectuée en 1992, lorsque de nombreux corps ont été déplacés vers un autre cimetière, a révélé quelque chose de très effrayant. Les corps ont été jetés dans des fosses communes. Les tests effectués sur les cadavres ont montré que de nombreuses personnes souffraient de maladies telles que la variole ou la tuberculose. On pense aujourd'hui que Crossbones était à l'origine un cimetière de prostituées ou comme on les appelait au XVIe siècle, des femmes seules ou doigts de Winchester. Et on pense que Crossbones a ensuite servi de cimetière pour malades. Numéro 5. Le château de Versailles. Le plus grand palais de toute l'Europe et aussi l'un des plus mystérieux de tous. Certains ont dit du château de Versailles qu'il était le bâtiment le plus magnifique du monde. Et si vous avez déjà parcouru ces couloirs, vous êtes sans doute d'accord sur ce point. C'était autrefois la résidence majestueuse des rois et des reines de France. Le coût de la construction de ce palais véritablement gigantesque, s'il était réalisé aujourd'hui, s'élèverait à plus de 2 milliards d'euros. Et dans les grands appartements du palais, il y a un passage secret pour s'échapper. Un escalier secret a été installé pour permettre au roi de s'enfuir avec sa femme en cas d'urgence. Il a été construit sur ordre de Louis XIV et qui était connu notamment pour avoir énormément de maîtresses, ce qui était le cas pour tous les rois d'ailleurs. Et pendant la Révolution, on pense que ce passage secret était utilisé pour faire sortir clandestinement des nobles du palais. Ce n'est évidemment plus un secret, mais c'est toujours un bout d'histoire fantastique et sombre du palais. Et il n'y avait pas qu'un seul passage secret. Il y avait aussi une pièce secrète ou bien des appartements secrets entiers. Le roi Louis XIV avait commandé des appartements secrets qu'il utilisait spécifiquement pour tenir des réunions secrètes.
Situé à l'angle de la cour royale et de celle de marbre, le cabinet fait partie intégrante de l'appartement intérieur du souverain. Sous Louis XIV, les lieux, tendus d'étoffes et garnis de tableaux, servent d'appartements de collectionneurs. Par la suite, Louis XV fait évoluer l'appartement intérieur en un lieu bien plus confortable et plus intime. Dès lors, il fait du cabinet d'angle son lieu de travail. Louis XVI, quant à lui, conserve cet usage et y réglera ses affaires personnelles. Et en 1774, Marie-Antoinette s'est vue attribuer un petit palais, le Petit Trianon, situé sur le terrain du Grand Palais. Il s'agissait d'une retraite privée où elle pouvait échapper à la vie stressante du Grand Palais tout en restant au domaine. Mieux encore, on dit que le Petit Trianon possédait son propre passage secret. Celui-ci était censé relier le Petit Trianon au palais principal et permettait à Marie-Antoinette de faire des allers-retours entre les deux sans se faire remarquer. Il s'agirait d'une demande spéciale de la reine qui souhaitait se déplacer dans le palais sans être vue par le personnel. Aujourd'hui, l'emplacement du passage reste un mystère, on ne sait pas s'il existe encore. Cependant, plusieurs rumeurs et légendes entourent le passage, ce qui a contribué à maintenir l'histoire vivante au fil des ans. Numéro 4. Hell House College. Mary's College a été créé à Ilchester, dans le Maryland, au XIe siècle, et ce, en tant que séminaire catholique. À l'époque, les habitants l'appelaient Hell House College, collège de la maison de l'enfer. Il a été fermé après 100 ans de service. Et la rumeur voudrait que les ruines du collège aient été utilisées depuis pour le culte du diable et d'autres rites de secte. Quelle conversion! Mais oui, c'est clair. Le Hell House College est situé sur une falaise de granit, surplombant la rivière Patapsco et ressemble aux ruines d'un château gothique. Il a été construit à la suite de l'échec de George Ellicott Jr. à faire d'Ilchester une destination très populaire. George possédait une minuscule propriété à Ilchester lorsque le chemin de fer de Baltimore et de l'Ohio a été inauguré en 1830. Anticipant ainsi les visiteurs. Il transforma sa propriété en taverne et en hôtel, mais personne ne le fréquenta. George Ellicott fut contraint de vendre sa propriété en 1866 à la congrégation du Très Saint Rédempteur. On n'entend plus parler de cette communauté, mais il s'agissait autrefois d'une branche assez populaire du christianisme, connue sous le nom de rédemptoriste et originaire d'Italie. À son apogée, le collège accueillait environ 150 étudiants ainsi qu'un petit nombre de prêtres et de professeurs. Et avec le temps, plus personne ne voulait étudier avec les rédemptoristes qui sont rapidement tombés en disgrâce. En 1972, le collège a fermé ses portes. Ce n'est que dans les années 1980 que des rumeurs ont commencé à se répandre sur les raisons de la fermeture du collège. On dit qu'un prêtre dérangé s'est déchaîné et brutalement assassiné plusieurs étudiantes. D'autres histoires encore plus horribles ont été racontées. On disait que le prêtre qui avait assassiné était possédé par des forces démoniaques et que le collège n'était qu'une façade pour des satanistes. Mais quoi qu'il en soit, il n'existe aucune trace de ce qui s'est passé. Le Hell House College est aujourd'hui une ruine abandonnée à l'intérieur du Patapsco Valley State Park. La plupart des structures ont été réduites en cendres et seuls quelques morceaux de béton et un triste pavillon subsistent encore. Numéro 3. Le cercle de Gossec. L'un des sites néolithiques les plus étranges du monde entier se trouve dans un champ de blé en Allemagne. Le champ de blé est parsemé de rangées de vieux potons en bois. Et l'ensemble semble tout à fait mystérieux, ce qui est d'ailleurs le cas. Le cercle de Gossec, également appelé Observatoire du Soleil de Gossec, pourrait bien être la plus ancienne enceinte néolithique d'Europe, et malgré cela, il est très peu connu. Des preuves archéologiques ont démontré qu'il avait été construit il y a 6900 ans. Une culture inconnue d'hommes préhistoriques a cependant poursuivi son exploitation pendant environ 200 années seulement. Et rien de plus récent que 4700 ans avant Jésus-Christ n'a jamais été retrouvé sur le site. Ce qui a été trouvé en revanche, ce sont de nombreux secrets et mystères. Les archéologues ont déterré des crânes de bovins et d'anciens squelettes humains. Cela a conduit les experts à penser que le cercle de Gossec était utilisé pour des sacrifices rituels. Mais ce n'est pas tout. Les experts pensent également que le cercle était utilisé pour suivre les mouvements du monde céleste. Les fermiers du néolithique l'utilisaient comme calendrier.
et les énormes puits en bois qui forment actuellement la structure semblent avoir été érigés hier. Et c'est parce que c'est le cas, en tout cas parce qu'ils sont récents. Les vestiges du cercle n'ont été découverts qu'en 1991, puis fouillés 10 ans plus tard seulement. Ce n'est que très récemment que les chercheurs ont décidé de reconstruire le cercle de Gossec tel qu'il était à l'origine. Ils ont utilisé des piquets en bois fidèles pour reconstruire la clôture et initier la forme de la structure d'origine. Et depuis son ouverture, les gens viennent y célébrer le solstice d'hiver. Numéro 2, l'ancienne Milet. L'ancienne Milet était une cité grecque prospère située en Anatolie occidentale, en actuelle Turquie. Les habitants y ont vécu pendant la période néolithique, environ 1000 ans après l'abandon du cercle de Gossec à peu près. À la fin de l'âge du bronze, Milet est devenue une ville très puissante, enrichie par le commerce maritime. La ville a beaucoup commercé avec la civilisation minoenne, a construit des temples majestueux, des forteresses impénétrables et magnifiques ports. Mais ils devinrent peut-être un petit peu trop riches et prospères pour leurs propres biens. Ils ont été attaqués et conquis par le roi Mursili II de l'Empire hittite. Et la fin de l'âge de bronze a connu une période de violence, de famine et d'instabilité politique. Et Milet était loin d'être la seule ville à souffrir. Les civilisations de toute la Grèce, de l'Afrique du Nord, des Balkans et d'à peu près tout ce qui se trouvait près de la mer Méditerranéenne se sont effondrées pendant cette période. Milet avait disparu de la carte, tout comme l'Empire hittite, le royaume mycénien, les États amorites et tant d'autres. Le secret de l'ancienne Milet est que les historiens ne savent pas exactement ce qui lui est arrivé. Des preuves archéologiques montrent qu'un très grand incendie s'est déclaré dans la ville. C'est ce qui a d'ailleurs conduit certains à proposer qu'une confédération de peuples marins, connue sous le nom de peuples de la mer, ou plus littéralement gens des pays étrangers de la mer, aurait décimé la ville par les flammes, mais rien n'est confirmé. Et selon des textes égyptiens, les peuples de la mer comprenaient les Lucas, on suppose que ce sont les Lyciens, les Aquèches, qu'on suppose être les Grecs, les Chardanès, qu'on suppose être les Sardes, et bien d'autres. Et contrairement à de très nombreuses villes du monde antique qui ont sombré durant l'âge du bronze, Milet renaît de ses cendres. En 387 avant notre ère, Milet était de nouveau en activité, mais sous le contrôle des Perses cette fois. Et en 334 avant notre ère, Alexandre le Grand a conquis la ville. La plupart des vestiges de Milet datent de la période romaine et byzantine, et l'on n'y trouve pratiquement plus de sculptures antiques datant d'avant l'effondrement. Milet est également très importante parce qu'elle apparaît dans la Bible. Selon le Nouveau Testament, c'est à Milet que l'apôtre Jean a débarqué après son exil à Patmos, puis il s'est rendu à Éphèse, d'où il a gouverné les églises d'Asie. Milet n'a été abandonné qu'après que les Turcs s'en soient emparés au XIVe siècle. Numéro 1. Gwalior. Le fort de Gwalior, dont nous avons parlé dans une vidéo récente, est considéré comme l'une des forteresses les plus belles de toute l'Asie. Mais nous allons nous intéresser à un aspect très mystérieux de son histoire. Le fort est également considéré comme l'une des forteresses les plus impénétrables jamais construites dans l'Inde. Pourtant, personne ne sait quand la forteresse a été construite. Et d'ailleurs, la plus grande partie de son histoire est imprégnée de légendes et de confusion. La plupart des gens croient que le fort de Gwalior a été construit par le roi Suraj Sen en l'an 3 de notre ère. À l'époque, le roi souffrait d'une lèpre incurable apparemment et était à l'article de la mort lorsqu'un saint du nom de Gwalipa est arrivé en ville. Le saint offrit au roi un verre d'eau bénite provenant d'un étang sacré et il fut instantanément guéri. En remerciement, le roi donna le nom de Gwalipa à la forteresse et à la ville. Cependant, il n'existe pas véritablement de preuves que cela se soit réellement produit. Les monuments et les inscriptions les plus anciennes datent du VIe siècle, soit 500 ans après la guérison supposée de la lèpre du roi Suraj Sen. Et le premier empereur à avoir régné sur la ville est Mihirakula. Ensuite, au IXe siècle, les musulmans s'emparèrent du fort et le gardèrent pendant près de 300 ans. Et il changera de main à plusieurs reprises par la suite. Les Tomars s'en emparèrent en 1398, puis le perdirent en 1516.
il a été gouverné par les Moghols, les Maharathas et plus tard par la Compagnie des Indes orientales. Et le destin terrifiant de ce pharaon a laissé les scientifiques sans voix. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.